Ça tourne. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter un bout de ton histoire. Tu as fait un changement radical dans ta façon d'éduquer tes enfants. Ça semble impossible en fait, parce qu'on reproduit tout ce qu'on a appris. Ouais. En tant que papa, tu reproduis tout ce qui a été inculqué pendant des années, parce que c'est la facilité. Hein. C'est la facilité. Bah oui, tous les principes éducatifs, c'est que des trucs faciles. Se dire, j'ai pas besoin de hurler pour que poser l'autorité, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est en gueulant que tu vas réussir à poser une autorité. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. J'ai vécu une enfance heureuse, donc avec pas mal de jeux dont je me souviens avec mon père, ma mère, on était vraiment très proches. Et c'est peut-être plutôt par la suite où l'expression des émotions, on va dire, était plutôt pas naturelle du coup chez nous. Il m'aime très certainement, mais il y a ce manque dans la communication. Et c'est ça que j'essaye de changer, cette rupture-là que j'essaye de faire aujourd'hui. Moi, j'ai été éduquée dans un truc où il fallait que je sois content tout le temps. Et que je montre que j'étais content tout le temps. Donc si j'étais triste, si j'étais en colère ou si j'avais peur, on me disait « Mais non, t'as pas à avoir peur. T'as pas à te mettre en colère, allez, calme-toi. » Bah, ça me faisait encore plus partir quand on me disait « Calme-toi. » Et quand j'étais triste, on me disait « Mais enfin, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais être content quand même. » Moi, j'ai été élevé avec 3 frères. Donc on était 4 garçons plus mon père. Parents séparés, donc une semaine avec ma mère, une semaine avec mon père. Et globalement, quand on était 5 mecs, c'était toujours le contact physique, quoi. C'est toujours la bagarre entre mes frères, les trucs. On était toujours en train de se prendre la tête, se mesurer qui est le plus grand, qui est le plus costaud, qui peut soulever plus lourd. Quand on est enfant, on se construit avec la vision de la femme, c'est la vision de la maman qu'on a, et la vision de l'homme, c'est la vision du papa qu'on a. Mais dans tous les aspects, finalement, personnel, familial et professionnel. Et moi, j'ai grandi avec un rapport au travail qui est tu veux quelque chose, faut aller te le chercher, mais nécessairement, tu vas devoir travailler beaucoup. C'est ce milieu artisan où il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir de quoi vivre. Mon père a beaucoup travaillé. Et c'est vrai que pendant mon enfance, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. On a beaucoup appris à se connaître à l'adolescence, à partir de 16 ans, parce que j'ai commencé à travailler avec lui pendant les vacances scolaires, au lycée, etc. Donc là, ça a créé plus de liens, parce que déjà, on était ensemble, on passait du temps ensemble, et puis on avait des sujets de conversation communs. Donc pendant une bonne dizaine d'années, ouais, mon rapport à mon père, ça a été beaucoup ça, de l'exemple du travail. À l'époque, il y avait des fonctionnements très sécuritaires au sens financier. Tu fais des études, bon, mais puis on coulait pas sur l'or, hein, donc il fallait gérer les sous, gérer l'argent, et donc on t'inculque des valeurs de gestion. J'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris, dans un quartier populaire. Mes parents sont séparés très rapidement. Ma mère était aide-soignante et elle faisait des journées de 12 heures. Bah, le matin, elle partait elle partait avant nous à l'école et le soir, elle rentrait après nous. Mon père, il est sri-lankais, il est arrivé en France en 1979. Il parle français plus que correctement, mais malgré tout, il y a la barrière de la langue. Et donc, tu poses des questions à ton père, parfois, il peut pas répondre. Tu vois, ce genre de choses-là, ça se ressent ensuite dans la relation. J'étais pas mal entouré par des femmes en fait dans ma famille parce que les hommes n'étaient pas présents, soit partis, soit décédés, soit pas là. Et les figures masculines qu'il y avait autour de moi, ça me correspondait pas du tout. C'était pas forcément non plus des exemples à prendre ou à donner. Donc c'était... Ouais. Ma mère est une personne extrêmement affective, qui porte beaucoup d'amour. Mon père, beaucoup moins.
comme dans, je pense, 90% des cas. C'est lui qui s'est occupé de nous quand on était tout petits. Je suis genre jusqu'à nos 6-8 ans, mais après, il a fait une formation, il est parti travailler hors de la ville où nous, on habitait. Et donc, du coup, il était présent le week-end, mais je sais pas si t'imagines la relation, c'est la daronne qui a galéré toute la semaine à gérer ses enfants ados. Et lui, en général, quand on avait des interactions avec lui à cette époque-là, au moment de l'adolescence, c'était pour nous remonter les bretelles, quoi. C'est pour dire, vous avez pas écouté, vous avez pas eu des bonnes notes, vous avez pas fait ceci, pas cela. Donc moi, à ce moment-là, oui, l'image du père, c'est un gars qui vient, qui est strict et qui te dit quoi faire. Alors que je pense qu'à l'époque-là, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais besoin. En tant qu'ado, j'avais juste besoin qu'on m'écoute, qu'on me demande, au lieu de me dire, ah, t'as fait de la merde, de dire, pourquoi t'as fait de la merde? Juste ça, tu vois. Je pense que juste ça aurait fait la diff. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Juste pour moi, mon père, c'était un con. Et... Mon père est parti quand j'avais même pas 10 ans. Il est parti à Paris, où il a rencontré une femme, il a refait sa vie là-bas. Et du coup, ma mère est restée un peu avec nous 4, à devoir gérer 4 enfants. J'ai une grande sœur, un frère jumeau et une petite sœur. Et en fait, vers l'adolescence, mon père a décidé de demander au juge notre garde à mon frère et moi. Le juge a accordé. Et je suis passé d'un mode d'éducation qui était souple, qui était doux avec ma mère, où j'avais des amis, où je pouvais sortir, etc., à un père qui était très... qui a serré la vis tout de suite, en fait. Lui, il était militaire quand il était jeune, il aimait les maths, il voulait que, d'un point de vue études, ça roule, il voulait que on soit en fait, des bons petits soldats, quoi. Je retiens vraiment de cette éducation quelque chose de très strict, très rigide, triste aussi, très terne, et j'ai l'impression de ressortir avec plein de traumas. Moi, je viens d'une famille où l'éducation est radicalement différente. C'est-à-dire que venant du Sénégal, d'un petit village qui s'appelle Matam, là-bas, l'éducation, elle peut paraître stricte, mais elle est adaptée à la vie là-bas, qui est difficile, qui est violente dans le sens tellement difficile que ça en est violent. Parce que là-bas, on se bat pour avoir un toit et être nourri. Dans mon enfance, mon père, il s'est pas vraiment occupé de moi. Il est de l'ancienne génération. Mon père, quand il m'a eu, il avait 52 ans. Donc, il était plus tout jeune. Et dans ses pensées, c'était pas son rôle de s'occuper vraiment des enfants. Et du coup, moi, je pense que j'en ai assez souffert de ne pas avoir eu l'attention que je voulais, en fait. Et du coup, moi, je m'imaginais toujours être super présent pour mes enfants, mais dès l'enfance. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu mon premier enfant assez tôt, parce que je voulais pas reproduire le même schéma que mes parents pour, dans mon imaginaire, faire comme mon père, quoi. À l'âge de 1 an, mon père m'a envoyé au Congo pour que je grandisse comme un bon petit Congolais. C'est ce qu'il voulait, auprès de mes grands-parents. Et sans l'avis de ma mère, qui, elle, avait ma garde. Je suis resté 5 ans avec mes grands-parents au Congo. Ça a été les 5 plus belles années de ma vie. Et je suis revenu donc à 6 ans parce qu'en 91, la guerre civile commençait à se faire à Kinshasa. Mon père ne voulant pas perdre son seul garçon, il avait eu une fille avant, mais qu'il avait plus ou moins pas trop calculé. Il m'a fait revenir à Paris pour finalement m'intégrer de force et même m'assimiler de force à la culture française. Mon père adoptif, il a toujours été absent, on n'a jamais eu une relation. Je connais pas donc l'histoire biologique. Je peux m'inventer des scénarios sur mon père biologique. J'aime dire que c'était un FARC, parce que justement, il y a un côté très libertaire colombien, très, très révolutionnaire qui est en moi. Mais au début, je pense que c'était une certaine peur, du coup, de ne pas avoir un exemple. Et donc, j'ai dû me créer mes propres repères, mes propres balises. Et en tant que père, je continue. Et finalement, je le vis bien. Mais après, j'avoue qu'au début, ça a été
assez, on va dire, déconcertant. J'étais juste le petit garçon qui m'était décédé sur le métier du papa quand on était à l'école et que chaque début d'année, il fallait faire la fiche de présentation. Puis pour moi, au final, c'était normal. C'était comme ça, puis c'est tout. À l'adolescence, quand j'ai eu des problèmes après plus tard, des embrouilles avec des copains ou trucs comme ça, où t'as des gars qui vont dire « je vais ramener mon frère, moi je vais ramener mon père. » Ouais, c'est bon, vous avez gagné. Les questions que je me suis posées quand ma mère elle nous a raconté ce qui s'était réellement passé, c'était pourquoi il avait fait ça, pourquoi il n'avait pas voulu continuer à nous voir quand même. Tu te sens un peu triste, un peu perdu. Tu comprends encore moins ce qui se passe. Il y a toujours tous les albums de famille à la maison où il y a toutes les photos de mon père, les photos de quand ils étaient mariés. Enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'il était là au final, parce que ça a été un peu compliqué par la suite, parce que du coup, je savais pas si les souvenirs que j'avais, c'était les miens, ou si c'était ceux qu'on m'avait racontés, en fait. Donc, je me suis dit que c'était les miens. Puis, ça m'allait bien. Une question aussi qui revient souvent quand je parle de ça, c'est est-ce que tu fais tes recherches biologiques? On m'avait dit que peut-être qu'avec l'arrivée du petit Esteban, s'il allait me poser des questions sur qui je suis, quelle était mon enfance, peut-être que j'aurais cette envie de faire cette recherche-là. Pour le moment, je ne ressens pas ni le besoin, ni l'envie, parce que j'estime en fait finalement que, et ça peut être choquant quand je le dis, que pour moi c'est juste un détail dans une existence en fait. Ok, j'ai quitté la Colombie à l'âge de 4 ans, mais maintenant j'en ai 35. Et on va dire, pendant 35 ans, j'ai dû occuper cette vie-là. C'est plus par la recherche culturelle, comprendre le pays, comprendre tout un ensemble, qui a fait que maintenant je me sens... En fait, je me suis toujours senti bien avec l'adoption. J'ai une certaine fierté justement de dire que je suis adopté. Je dirais même plutôt que je suis adapté en fait en France parce qu'il y a cette différence de culture. Quand il revient me chercher au Congo, on me dit que c'est mon père, mais moi la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 1 an, donc du coup, j'ai pas de souvenir de lui. Donc quand on me dit c'est mon père, on aurait pu me dire Jean-Luc c'est mon père, j'aurais dit oui, c'était réglé. Pour moi, ça c'est hyper violent parce que je ressens pas d'affection, je ressens pas de sentiments, de lien vis-à-vis de lui, et je sens qu'on va me mettre une carotte, je sens qu'il va y avoir une douille, que je vais être éloigné de ma famille, de mes gens, et que je vais quitter justement mon cocon pour un univers que je ne connais pas. Et ça, ce rapport à mon père, il est compliqué. Il est vraiment compliqué parce que je pars avec un inconnu, en fait. Ce déracinement qui a été fait quand j'avais 1 an n'a pas permis de raccrocher les wagons tout au long de la vie après. Malgré tous les efforts de tout le monde, il a été vraiment fatal pour nous tous, en fait. Pour ma mère, pour mon père et pour moi-même. Après notre mariage, en fait, on s'est lancé dans la grande aventure de la GPA, ou grossesse pour autrui, au Canada. On avait un couple d'amis qu'on connaissait qui avait eu un enfant par ce biais. C'était les seuls qu'on connaissait à l'époque. Et moi, ça m'a vraiment fait revenir, en fait, mon désir d'enfant que j'avais refoulé et enfoui depuis vraiment, vraiment longtemps parce que j'étais gay. Donc, c'était pas possible dans ma tête.
Et en fait, quand j'ai su que eux avaient eu un enfant par ce biais, c'est revenu, on s'y intéressait, on s'est dit on va faire tout exactement comme eux, pendant qu'on attendait notre fils. C'était assez... C'est arrivé plusieurs fois en soirée, une soirée où on rencontre des gens. Puis le sujet vient sur la table. Ah, je vais être papa, ok. Ah, par la GPA? Ah, moi, je sais pas si je suis pour. Et j'ai dit, ok, mais là, en fait, je t'ai pas demandé ton avis. Je t'annonce que je vais être père et toi, tu me dis, je sais pas si je suis pour. Tu imagines la violence du propos, en fait. Dans mon parcours personnel, j'ai été empêché parce que j'étais hypofertile. On a découvert chez moi une hypofertilité. Donc, j'étais pas en capacité d'avoir des enfants. Ça a été déjà un paramètre qui, dans ma vie, est venu mettre une difficulté pour le devenir. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il faut le savoir, quand on est dans ce processus-là, il faut qu'on aille se masturber dans des cabines de façon machinale. Et tout le rapport à sa puissance, entre guillemets, est entaché par ça. Et ça, j'en ai pris conscience bien après, oui, que ça avait fortement impacté le regard sur moi-même, sur ma capacité à être père. Cette injonction, en quelque sorte, à être fertile, puissant, on la comprend pas quand on réagit mal à ça. On ne sait pas que c'est ça qui sous-tend sa propre réaction. Et d'autant qu'on le tait au départ, on le parle pas, c'est-à-dire qu'on le garde pour soi. Et il y a un moment donné où la cocotte, elle explose. T'as pas mal d'injonctions à la virilité, en fait, dans la société, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers le sport. Il y a plein de choses qui te poussent à te dire qu'en fait, un homme cache ses émotions, il pleure pas. Il y a peut-être une aparté à faire sur la colère, parce que c'est vrai que l'homme qui s'emporte, en fait, quelque part, c'est presque naturel. En tout cas, c'est ce que nous dit la société d'aujourd'hui. Tu fais du sport, tu roules un peu des mécaniques, tu vois. Tu mets des chemises avec des marcelles dessous. Mais par contre, en fait, tout ça, c'est que des conneries, entre guillemets, parce que ça sert à rien, d'une part. Et en plus, tu te forces parfois à rentrer dans ce schéma-là, qui te ressemble peut-être pas, en fait. Et là, c'est encore plus dur. Donc, c'était peut-être mon cas. Et donc, de devenir père m'a permis de me débarrasser complètement de ce truc-là. Déjà, du regard des autres, j'en ai plus rien à foutre. Et de me dire que, en fait, je suis juste papa, heureux de l'être, et j'ai pas besoin de montrer ma virilité supposée, quoi. Voilà, lève-toi. Allez. Allez. Regarde. On attrape les pieds. J'étais huissier de justice, donc j'étais associé dans une grosse structure. On était 9 associés, on avait une 50aine de salariés, et je travaillais beaucoup, entre 70 et 80 heures par semaine. Et du coup, j'étais pris dans un quotidien. J'étais là où je voulais être avant, en fait, où mes ambitions m'avaient mené. Donc ça, c'était plutôt cool. Par contre, j'ai pris conscience à l'annonce de la grossesse. Ça a été vraiment un véritable électrochoc. Et en fait, j'ai pris conscience de quel allait être mon futur à l'arrivée de ce petit garçon. Et le fait est que ça m'allait pas du tout. Parce que à l'arrivée de mon fils, j'avais pas de temps à lui accorder. Il allait grandir sans papa. Donc c'était pas cool à la fois pour moi et pour lui. La semaine, je partais à 6h le matin, 6h30 de la maison. Je rentrais le soir, il était 20h. Et puis souvent, je retravaillais derrière. Je retravaillais les week-ends à la maison. Donc finalement, je pouvais lui octroyer que quelques heures du week-end. Et c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Je voudrais bien ne pas lui transmettre de pression liée à son orientation professionnelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La crainte des parents de il faut trouver un boulot stable, vite, en CDI. Je sais ce que je veux pas reproduire. Tout simplement parce que je sais aujourd'hui que c'est pas quelque chose de sain à transmettre à ses enfants. Je pense savoir, en tout cas, que je dois aider mon fils, mes 2 fils, à prendre confiance en eux. Je dois leur dire je suis fier de toi, je t'aime. Des choses que tu vois, on disait pas forcément chez moi. Et ça, je l'ai appris. Ça, je l'ai appris parce que je savais pas vraiment. Je suis passé par toutes les étapes, les reproductions des schémas, l'autoritarisme, je crie, je hurle, les principes.
qu'on restitue. Je suis passé par tout ça. Pour ces filles pourtant que j'attendais depuis si longtemps, que j'aurais dû choyer dès le départ, tu vois. Et le nombre de fois où j'ai explosé en vol, en fait. En fait, j'ai explosé en vol. C'est-à-dire que tu gueules sur ta gosse parce que elle a fait ci, elle a fait ça, tu la vois qui pleure, et limite, tu souffres plus qu'elle de l'avoir fait. Enfin, j'ai compris après que je souffrais autant qu'elle. Et ça te bouffe ça de l'intérieur. Cette lutte permanente entre ce qu'il faudrait que tu crois qu'il faille faire, tu vois, ce qu'il faudrait faire, et puis ce que tu ressens réellement humainement, c'est-à-dire la souffrance d'avoir hurlé sur celle que tu aimes le plus, la charge que tu reçois en retour, parce qu'un enfant qui pleure, il t'en envoie 10 fois plus, il comprend pas. Hein. Et moi, je me suis fait peur à hurler sur mon enfant. C'était terrible. C'était terrible. Ouais, mon père, il y a eu des moments, il a hurlé, quoi. Et donc, moi, je reproduisais ça. Donc voilà, donc j'ai pris conscience de ça. Si vous me laissez une journée sans mes enfants, je ressens cette douleur de l'abandon, de la séparation que finalement j'avais ressenti à mes 1 an, mais qui s'était incrusté dans les interstices de mon cerveau à des endroits infiniment petits, mais que je ne mesurais pas presque avant. Avant peut-être ma première tentative de suicide à l'âge de 21 ans, quoi. Parce que j'ai compris que tout ça venait de là et que ça faisait 20 ans que je vivais dans une souffrance de ne pas avoir ni ma mère ni mon père et de pas grandir avec un cadre solide et qui m'accompagne et qui m'aide à comprendre le monde. Entre 0 et 4 ans, j'ai peut-être une photo. Quand mes parents adoptifs sont venus me chercher, j'ai que ces photos-là de Colombie. Mais avant, j'ai peut-être si la petite photo du passeport, mais c'est tout, quoi. J'ai aucune photo de mon histoire, aucune vidéo. Quand Esteban il est arrivé, je me suis dit, lui, moi, en tant que photographe, je me suis dit, je vais lui constituer tout un album photo de 0 à, on va dire, à 3 ans. Mais en fait, je continue. Et ce projet-là, je l'ai appelé « Ce que tu auras oublié ». Pour lui, pour son identité, pour qu'il sache aussi que son père est un repère. J'ai 3 garçons, donc Milo le plus grand qui a 8 ans, Léon le second qui a 5 ans, et Elliot le tout dernier qui va avoir 3 ans. Pour Milo, ça s'est plutôt bien passé, parce que c'était notre premier enfant. T'as le temps. Le temps, on l'avait, on le prenait, et après, quand on a eu Léon, là, c'est pas du tout pareil. Parce que au final, on s'était dit, c'est bon, c'est notre deuxième enfant, on en a déjà eu un. Puis on va faire pareil. Et en fait, cet enfant, il a sa personnalité, il a sa façon de réagir, il a ses envies, ses besoins. Et en fait, là, tu te rends compte que tu as moins de temps pour tout ça, que tu refais encore des erreurs. Je voulais pas être ce père-là, en fait. Moi, dans ma tête, je m'étais fait un plan. Je m'étais dit, moi, je serais le papa cool. L'avantage du cancer, si je puis dire, c'est difficile à dire ça, l'avantage du cancer, mais c'est qu'il te met seul face à toi-même, et que ça te met à nu. C'est-à-dire que tu n'as plus de poils sur le caillou, tu n'as plus rien. Ton corps, il a juste à résister au traitement, et il faut le laisser faire. Il faut que tu acceptes de ne pas lutter. Enfin, il faut que tu acceptes de dire, repose-toi et fais ton job. Sans maîtriser. Et là, on y arrive au sujet principal, qui est le contrôle. Sans contrôle. Et là, les hommes, ils n'aiment pas quand ils n'ont pas le contrôle. Et moi, j'ai tout lâché, là. Là, le contrôle, il n'y en avait plus. Et ça a été génial. Je voulais être trop dans le contrôle. Ça aussi. On peut pas tout contrôler, en fait. Se battre pour une petite cuillère de petits pois, ça a pas de sens. Tu veux manger ton dessert avant l'assiette? Mange ton dessert avant l'assiette. C'est
C'est pas parce que t'as vu depuis 20 ans que on mange entrée, plat, dessert que tes enfants, à toi, ils vont devoir faire pareil. Quand tu lâches tous les principes, quand tu lâches tout ce qui fait ton cadrage, c'est toi aussi que tu lâches. Parce que c'est autant de principes que tu n'as plus à suivre. Hein. Ne jamais oublier que quand on lâche un principe, c'est un principe qu'on n'a plus à suivre. C'est-à-dire qu'on se fout la paix, quoi. Et puis, étonnamment, ça fait pas de dégâts. Hein. Au contraire, ça fait des enfants, je trouve, plutôt bien. Et moi, je les trouve magnifiques. Je les trouve magnifiques, quoi. Mais elles m'ont dépassé. Hein. C'est-à-dire que moi, je croyais être le roi là, du royaume. En fait, pas du tout. J'ai été dépossédé honteusement par ces deux reines. En fait, tout est devenu plus facile. Parce que là où on se mettait des contraintes, et ben en fait, on a lâché prise sur tout ça. Ta ligne, en fait, elle est beaucoup plus simple à suivre. Mais ça ressemble pas du tout à une ligne. Salut Benoît, c'est ton toi du futur quand tu auras 4 enfants. C'est Marc, ton toi de dans 3 ans. J'ai tellement de choses à te raconter, tellement de choses à te confier. Tu es à l'aube d'une aventure incroyable, celle de la paternité. Devenir père est un sacré défi pour lequel tu n'es jamais vraiment prêt. L'éducation traditionnelle française, c'est une merde sans nom. Remets en question celle-ci avant l'arrivée de numéro 1. Tu sortiras du moule qu'on t'a imposé à ton adolescence et tu le briseras. Tu te demandais si tu allais pouvoir aimer cet enfant autant que tu le souhaitais. Est-ce que tu allais pouvoir lui transmettre? La chance que t'as dans tout ça, c'est que maman nous a appris à parler. Quand ça va, quand ça ne va pas. Être empathique et surtout à donner et recevoir de l'amour à gogo. On ne donne jamais trop d'amour. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'instinct maternel. On nous a dit ça pour que les femmes gèrent, quoi. Quand t'es papa et que t'as un jeune garçon qui te dit j'adore le rose, j'adore les paillettes, j'adore les licornes, t'as beau être déconstruit, tu te dis quand même, en fait, ça me dérange un peu. Toi, tu peux pas prendre des assiettes et les balancer par terre comme ça. Mais par contre, ça veut pas dire que pour t'apprendre le respect du matériel dans la maison, je vais te mettre une grosse tarte. Pour être un bon papa, il faut être vulnérable et sortir de ce truc de super papa. Des fois, tu te retrouves avec une crise pendant une demi-heure. Enfin, on n'est pas équipé pour ça. Heureusement, j'ai trouvé des bouquins adressés aux enfants qui parlent de dépression. On va dire, ok, papa il est malade. Ça me rend très fier de contribuer à améliorer la visibilité des familles queer et montrer à quel point on est normal,